On dit que les héros portent des capes. Mais à l'aéroport de Barajas ce jour-là, le héros portait un gilet avec le mot K9 inscrit en lettres blanches et un regard qui semblait transpercer l'âme. Il était 7h12 du matin. Des centaines de personnes couraient dans le terminal avec leurs valises, bâillant et traînant les pieds, essayant de ne pas rater le vol low cost qui partait avec une demi-heure de retard. Et là, juste devant la porte d'embarquement, un berger allemand se tenait entre une mère et l'avenir qu'elle cherchait désespérément à atteindre. Il n'aboyait pas sans arrêt, il ne montrait pas les dents, il se tenait juste tel un mur de 90 kilos de musclé de loyauté, immobile, les yeux rivés sur le sac allongé accroché à son épaule. Personne ne comprenait rien, mais lui, oui, il savait déjà tout. L'odeur de l'aéroport au matin a quelque chose de très particulier, un mélange de café brûlé, de déodorant bon marché et de cette douce poussière que les familles transportent lorsqu'elles sont debout depuis 5 heures avec un petit enfant à la remorque. L'agent Cali Navarro, de l'unité canine de la police nationale, le connaissait bien. 3 ans dans la police, dont 2 avec des chiens, et cet endroit était presque sa seconde maison. Elle savait où se cachaient les fumeurs clandestins, quels magasins vendaient les meilleurs croissants, et même quels agents de sécurité oubliaient toujours de dire bonjour. Mais une chose était sûre, lorsque Duc, son compagnon à 4 pattes, s'arrêtait net, quelque chose de grave se tramait. Cali sirotait son café du drive, chaud comme une vengeance servie froide, et ajustait la laisse de Duc, qui marchait à ses côtés avec l'assurance d'un vétéran. Ses yeux brillaient de cette lueur qui faisait que même les touristes les plus distraits s'écartaient instinctivement en le voyant passer. Ce n'était pas un chien ordinaire, il était presque humain dans sa façon d'observer le monde. « Allez, champion », dit Cali en jetant le verre vide à la poubelle alors qu'il passait le contrôle des passeports. Duc ne broncha pas. Son nez était déjà en activité, absorbant les arômes tels un scanner invisible, du tabac mentholé, un bébé fiévreux, un homme âgé avec de l'oxygène dans la poche de son manteau. Tout défila sans interruption sur son radar, jusqu'à la porte 23. Là, au milieu du bruit des poussettes, des cris des enfants et des protestations contre la surréservation, Duc s'immobilisa net, pattes avant plantées au sol, laisse tendue. Cali, qui avait déjà appris à interpréter ces signaux comme quelqu'un lisant un poème en braille, sentit l'adrénaline lui monter à la colonne vertébrale. Le chien avait détecté quelque chose. La femme ressemblait à n'importe quelle mère moderne en détresse, la vingtaine, ou peut-être la petite trentaine, portant des lunettes de soleil surdimensionnées, les cheveux en chignon tout juste levés, un bambin endormi sur son épaule, une poussette dans l'autre main, et un sac allongé de la taille d'un sac de randonnée qui pendait à son bras. Cali ne remarqua rien d'anormal, mais Duc, si. Il ne bougea pas d'un pas, sa queue ne frémissait pas, ses oreilles se dressaient comme des antennes, et son regard fixé sur ce sac avec une certitude qui lui glaçait le sang. Le public commençait déjà à regarder. Une hôtesse de l'air murmura quelque chose dans l'interphone. « Madame, pourriez-vous vous arrêter un instant » demanda Cali en faisant un pas en avant. La mère leva les yeux, elle avait des cernes sous les yeux à cause de semaines de manque de sommeil, des ongles impeccablement vernis et une voix aussi tranchante qu'un couteau de cuisine. « Tu m'arrêtes pour mon fils, la poussette ou ton chien » s'exclama-t-elle avec une rage contenue. « C'est un contrôle de routine. Mon partenaire a remarqué quelque chose d'inhabituel dans votre sac allongé. » Le bébé s'est réveillé et a commencé à pleurer. « Tu crois que je cache de la drogue dans les lingettes humides » cria la femme. « C'est de la maltraitance. »« Je ne dis pas ça, madame, » répondit fermement Cali, « mais mon chien n'a généralement pas tort. » Un agent de sécurité s'avançait déjà vers eux. La tension était telle un fil d'acier sur le point de rompre. Cali remarqua la respiration lente mais régulière de Duc, son avertissement était fondé. La femme Rachel, d'après le nom brodé sur le sac, se mit à pleurer. Non pas de tristesse, mais de pure frustration, de rage contre le système, de suspicion, d'être jugé par un chien. « J'ai un vol que je vais rater à cause de ce cirque », sanglota-t-elle. Mais Cali ne céda pas, et Duc non plus. Le protocole était clair, lorsqu'un chien d'assistance donne une alerte positive, il est temps de procéder à une vérification. Ce que personne ne savait, pas même Cali,
c'est que ce qui allait être découvert dans ce sac allait bien au-delà d'un simple crime, c'était une histoire de chute, de seconde chance et d'une vérité enfouie parmi les jouets et les couches. Et Duc avait déjà tout flairé. Le terminal sembla se figer. Le bourdonnement constant de l'aéroport devint un murmure lointain, noyé par la tension à la porte d'embarquement. Rachel ne bougea pas, son expression était un mélange de fureur et d'incrédulité. Elle serra les dents, serra son fils plus fort que nécessaire et tint la poussette comme un trench-coat. Max, toujours dans ses bras, s'agita, mal à l'aise, les yeux remplis de larmes, au bord des larmes. Callie Navarro, sans perdre son sang-froid, répéta fermement. « Madame, j'ai besoin de votre aide. Le chien a marqué votre sac et, conformément au protocole, nous devons en fouiller le contenu. » « C'est dingue, hurla Rachel. Tu crois vraiment que je cache quelque chose dans les couches de mon fils? Je ne porte aucune accusation. Je fais simplement mon devoir. Si rien ne se passe dans 5 minutes, vous serez en route vers votre porte d'embarquement. Rachel renifla, le visage rouge de colère et de gêne. Elle n'aimait pas se sentir acculée, surtout devant des dizaines d'inconnus. À chaque seconde qui passait, son ton devenait plus agressif et défensif, comme si céder était un signe de défaite personnelle. Et si je dis non? Vont-ils m'arrêter devant mon fils? Si vous refusez de coopérer, nous devrons procéder à une arrestation officielle. Je ne veux pas le faire, mais je ne peux pas ignorer l'alerte d'un chien qu'à neuf dressé. Le mot, retenu, la frappa violemment. Rachel pinça les lèvres, Callie eut le dilemme dans ses yeux, résister et aggraver la situation, ou l'accepter et se sortir de ce pétrin au plus vite. Très bien, grogna-t-il finalement. Mais je ne quitterai pas mon fils. Je ne te fais pas confiance. Callie hocha calmement la tête et fit signe à un agent de sécurité à proximité. Agent Sanchez, veuillez vous joindre à nous. Nous procéderons à l'inspection avec témoins et caméras. Rien d'anormal. Rachel se laissa conduire dans un coin plus isolé du terminal, une sorte de salon familial, avec des fauteuils ternes et une table allongée basse. Max gémissait déjà, sentant la nervosité de sa mère comme du poison dans l'air. Callie enfila des gants et s'accroupit devant le sac de Rachel. Duc était assis à côté d'elle, sérieux, les yeux fixés sur son objectif. C'était impressionnant de voir comment ce chien pouvait exprimer autant de choses sans émettre un seul son. « Allons-y », murmura Callie en ouvrant la fermeture éclair principale. Elle en sortit un paquet de lingettes pour bébé, 3 tétines, un biberon, des biscuits, des couches écologiques, une peluche usée en forme de renard et un livre d'histoire pour enfants au coin mâchouillé. Tout est normal, tout ce qu'on s'attend à trouver dans le sac d'une mère. Rachel croisa les bras en signe de défi. Tu vois? C'est tout à fait légal. Je suis juste une mère épuisée qui essaie d'attraper un avion. Callie ne répondit pas, il inspecta soigneusement chaque compartiment, notant chaque étape avec le téléphone portable de Sanchez, qui enregistra l'inspection pour le rapport. Ce n'était pas la première fois qu'il observait ce genre de résistance émotionnelle, parfois, la colère masque la peur ou la culpabilité. Alors qu'il cherchait la poche latérale, ses doigts touchèrent quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Les policiers décidèrent d'escorter la femme jusqu'au poste de police le plus proche afin de vérifier son identité et de procéder à une enquête officielle. Ils ne la menottèrent pas, du moins pas encore, mais la chaise fut poussée par l'un des policiers, et Haro marcha à ses côtés, tenant toujours la laisse. Rosario ne disait pas un mot. Elle fixait les vitrines comme si elles ne la concernaient pas. Parfois, elle souriait aux enfants qui passaient ou saluait les curieux. Son sang-froid était impeccable, comme si elle s'était entraînée à être quelqu'un d'autre pendant des années. Au commissariat, l'analyse des empreintes digitales a donné des résultats inattendus, les empreintes correspondaient partiellement à un ancien dossier enregistré à Madrid sous le nom de Lucia Barea González. Profession inconnue. Antécédent, une arrestation pour possession d'appareils de surveillance sans permis plus de 10 ans auparavant, mais l'affaire n'a pas été concluante, classée sans jugement et archivée. Lucia Barea, pourquoi ce nom me dit quelque chose, murmura Marcos en fronçant les sourcils. L'un des inspecteurs les plus expérimentés,
qui passait avec un café à la main, s'est arrêté en entendant ce nom. Lucia Barré a travaillé pour un cabinet de conseil en technologie indépendant dans les années 1990. Elle a disparu de la circulation après avoir été accusée d'avoir intercepté les communications privées de plusieurs politiciens locaux. Un scandale médiatique a éclaté, mais il s'est éteint par la suite. Et maintenant, elle est là, déguisée en femme handicapée, en train de voler des données sur une place publique. Je ne vois pas cela comme une coïncidence, cela sent le réseau organisé. Pendant ce temps, dans une autre pièce, Rosario ou Lucia, personne ne savait plus comment l'appeler, restait silencieuse. Elle ne demanda pas d'avocat, ni d'eau, ni ce qui allait lui arriver. Elle resta assise, comme si tout cela faisait partie d'un plan encore inachevé. Jusqu'à ce que quelqu'un lui dise que le chien qu'il avait découvert était un K9. À ce moment-là, il haussa un sourcil, avec raison, demanda. « Avec quoi ?»« Avec K9, répondit Marcos, qui venait d'entrer. Pas étonnant qu'il l'ait senti. Marcos la regarda sérieusement. « Qu'est-ce que tu comptais faire sur la place ? » « Tu ne peux rien prouver, répondit-elle calmement. Haro, qui se tenait derrière la porte, aboya. Les images de la caméra confirmèrent ce qu'il soupçonnait déjà, la femme était arrivée seule, marchant tranquillement depuis une rue latérale. Elle s'assit alors sur la chaise, démarra le moteur et plaça le mouchoir sur ses jambes. Immédiatement après, elle sortit le sac de pain, les miettes, la couverture et l'émetteur, le tout soigneusement répété. Il n'était sur la place que depuis 35 minutes, mais cela lui a suffi pour enregistrer l'activité de plus de 200 téléphones portables connectés au réseau public de la mairie. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Certains médias locaux l'ont surnommée « la grand-mère de l'espionnage », d'autres, plus prudents, ont attendu les rapports officiels. Cependant, sur les réseaux sociaux, le nom qui a le plus résonné était celui d'Haro, le chien qui a découvert la vérité. Une vidéo enregistrée par un touriste est devenue virale, on y voyait le moment précis où l'objet est tombé du sac, et une petite fille a dit « Ce chien est plus intelligent que tous ». Dans les commentaires, on demandait comment on pouvait dresser un chien à détecter les mensonges. Marcos lut tout cela en silence. Il savait qu'Haro était spécial, mais il savait aussi que ce qui s'était passé n'était qu'une apparence. Lucia, ou quel que soit son nom, n'était pas une amatrice, elle avait un filet derrière elle, une structure. Cette nuit-là, alors qu'elle caressait le dos d'Haro à la maison, elle lui murmura. « Tu as bien fait, gamin, mais j'ai le sentiment que ce n'est pas fini. » Haro, comme s'il comprenait, ferma calmement les yeux. Il savait que le danger ne portait pas toujours des cagoules ou des armes, il se cachait parfois derrière de doux sourires et des foulards fleuris. Ce qu'ils avaient découvert sur la place n'était pas seulement un acte d'espionnage, c'était un avertissement, et Haro l'avait déjà senti. Pendant des jours, le commissariat de Ségovie a été le théâtre d'une intense activité. L'affaire de la femme se faisant passer pour un fauteuil roulant avait franchi les limites de la simple supercherie, ce qui semblait au premier abord une scène insolite au milieu d'une place publique révélait des éléments plus sombres et plus sophistiqués. Marcos s'enferma dans son bureau avec des rapports, des enregistrements et, surtout, le dossier incomplet de Lucia Barré González. Cette identité, apparemment oubliée dans les archives judiciaires, était émaillée de détails flous, voyages inexpliqués, contrats avec des sociétés écrans, mais ce n'était pas seulement son passé qui l'inquiétait, il y avait quelque chose de plus troublant. Chef, appela Elena, la partenaire de Marcos. Les résultats de l'analyse médico-légale de l'appareil sont arrivés. Marcos leva les yeux, ses yeux sombres à cause du manque de sommeil. Dim. L'appareil disposait d'un logiciel conçu pour détecter et cloner les identifiants des réseaux mobiles, mais le plus inquiétant est que, selon le technicien, quelqu'un recevait les données en temps réel de l'extérieur du pays. Où ? Demanda Marcos. En Lettonie. Marcos garda le silence. La Lettonie n'était pas un pays comme les autres, depuis quelques années, les services de renseignement européens la ciblaient comme point de transit pour les communications cryptées et le trafic de données via des serveurs proxy. De nombreux cybercrimes y trouvaient leur origine, déguisés en « entreprise technologique ». Y a-t-il un nom ?
Des entreprises apparentées? Elena hésita une seconde. Oui, mais il n'est pas répertorié dans les registres officiels espagnols. Il s'appelle Glabrix Dynamics. Marcos tapa ce nom sur son ordinateur. Il tomba sur un site web extrêmement basique, avec des phrases creuses sur « développement de solutions d'analyse prédictive » et « gestion intelligente de l'environnement urbain ». Tout cela semblait si générique qu'il paraissait presque volontairement ambigu. Mais ce qui attira son attention, ce fut une adresse physique, Riga, district industriel 9B. Pas de numéro de téléphone, pas de coordonnées directes, rien. Pendant ce temps, Lucia gardait le silence. Plus de 48 heures s'étaient écoulées et elle avait refusé de faire une déclaration. Elle avait seulement demandé du thé noir et un recueil de poésie. Pas un mot sur ce qui s'était passé sur la place, pas une réaction à l'annonce de son identification, pas une plainte concernant les conditions de détention. On aurait dit qu'elle attendait quelque chose ou quelqu'un, mais son visage n'exprimait aucune anxiété, seulement de la patience, comme quelqu'un qui sait que le temps joue en sa faveur. Cet après-midi-là, Marcos a reçu un visiteur inattendu au commissariat, un homme d'une 50aine d'années en costume, qui s'est présenté comme conseiller juridique pour la coopération internationale. « Je suis ici pour l'affaire Barea », a-t-il déclaré. Nous ne l'avons pas encore officiellement inculpé, et pourtant, ils l'ont déjà enfermé et ont divulgué sa photo à la presse locale. Il devrait être plus prudent. Certaines personnes ont des liens plus profonds qu'elles ne le pensent. « Tu me menaces ?» demanda Marcos. « Je vous rappelle simplement les limites légales d'une enquête et je vous préviens qu'il existe des organisations en Europe qui protègent les données et les personnes. » Marcos sentait que quelque chose n'allait pas, l'homme ne travaillait dans aucun cabinet d'avocats enregistré, il n'avait pas de documents officiels ni d'accréditation du ministère. « Tu as une carte ? » « Je ne les utilise pas. Je préfère qu'on se souvienne de moi pour ma conversation. » « C'est drôle, » répondit Marcos. « Je préfère que les gens disent clairement qui ils sont et ce qu'ils veulent. Je veux juste vous rappeler que parfois, lorsque vous tirez sur certains fils, vous ne savez pas combien d'autres vous pouvez défaire. » Cette nuit-là, la porte du bureau de Marcos resta entr'ouverte. Haro dormait à ses pieds, comme toujours. L'odeur du café se mêlait à celle des rapports fraîchement imprimés. Marcos passa en revue chaque étape de l'affaire, la présence de Lucia sur la place, l'arrangement, la société en Lettonie, et maintenant cet homme aux airs diplomatiques. Elle découvrit alors une étrange coïncidence, Lucia avait travaillé des années auparavant pour un cabinet de conseil madrilène appelé DXA. Cette société avait fermé ses portes après un scandale financier, mais nombre de ses anciens employés avaient disparu, et 2 d'entre eux, selon des documents divulgués, étaient réapparus des années plus tard sous de nouveaux noms dans des pays d'Europe de l'Est. Marcos a pris une capture d'écran et a tout enregistré sur une clé USB externe. Il ne pensait pas que ces informations resteraient en sécurité sur le réseau interne. Le lendemain, il reçut un appel du tribunal d'instruction, le juge chargé de l'affaire demandait le transfert de Lucia à Madrid pour des raisons de sécurité. Aucun autre détail ne fut donné, juste un ordre clair et direct. Marcos demanda à l'accompagner personnellement. Le trajet en van se fit en silence. Lucia voyageait menottée, le regard perdu dans le paysage, sans un mot ni une plainte. Haro était à l'arrière, vigilant comme toujours. À mi-chemin, dans une zone de service, Lucia a regardé Marcos pour la première fois. « Tu ne devrais pas continuer comme ça. »« Que veux-tu dire ? » ?»« Haro est plus intelligent que toi. » Il l'a senti. « Tu comprendras, trop tard. »« Comprendre quoi ?» Lucia baissa les yeux. Certains secrets ne sont pas révélés, ils sont laissés en sommeil, car réveiller certaines vérités peut coûter des vies. Marcos ne répondit pas, mais il en prit note. Lorsqu'un prisonnier se met à parler par énigme, c'est généralement parce qu'il craint quelque chose de plus grave que la prison. À Madrid, le commissariat où Lucia a été transférée disposait d'un service dédié aux affaires de cybercriminalité. Une unité de la police informatique y analysait les dernières données interceptées sur l'appareil retrouvé, et leurs découvertes ont déclenché l'alarme.
L'émetteur ne se contentait pas de collecter les identifiants mobiles, il détectait également les schémas de déplacement, les enregistrements de localisation, les habitudes de navigation sur les applications et, plus inquiétant encore, croisait ces informations avec les profils sociaux. Autrement dit, il s'agissait d'une cartographie en temps réel du comportement des citoyens. Et les données n'étaient pas stockées, elles étaient diffusées en direct. Marcos a alors compris que Lucia ne travaillait pas seule, elle n'était qu'une pièce. Peut-être le moins important, peut-être le plus négligeable. Ce soir-là, de retour à son hôtel, Marcos reçut un message anonyme sur son portable. Il disait simplement, parfois, les chiens ne flairaient pas seulement le danger, ils flairaient aussi la trahison, regardez chez vous. Le message provenait d'un numéro virtuel intraçable, et il comprit alors, l'affaire Barea n'était pas un incident isolé, c'était un test, un essai sur le terrain, un essai. Quelqu'un, quelque part, utilisait l'Espagne comme laboratoire pour une technologie de contrôle social, et Haro fut le seul à l'avoir détecté avant qu'il ne soit trop tard. Marcos sortit du lit et regarda par la fenêtre de sa chambre. La ville vibrait encore, lumière, voitures, vie d'autrui qui s'agitait, inconsciente d'être observée. En caressant le dos d'Haro, il ne pensa qu'à une chose, et si ce n'était que le premier aboiement? Le lendemain matin, Madrid se réveilla sous un ciel couvert, signe annonciateur d'orage, non seulement pour la météo, mais aussi pour les bureaux. Marcos entra dans le siège de l'unité centrale des crimes technologiques, avec l'impression que chaque pas le rapprochait d'un labyrinthe sans issue. Haro marchait à ses côtés, la queue basse mais alerte, bien qu'il fût un chien dressé, il y avait quelque chose dans l'air que même lui semblait percevoir, il flairait la tension derrière les portes closes et les vérités enveloppées dans les protocoles. Dans la salle d'analyse, l'ingénieur en chef de l'équipe les attendait avec une expression tendue. « Ce n'est pas seulement la Lettonie », a-t-il déclaré. « Hier soir, nous avons détecté une deuxième transmission, cette fois vers un serveur miroir à Genève. Et il ne s'agissait pas seulement d'une duplication de données, il s'agissait d'un recoupement en temps réel d'informations avec l'accès à des profils bancaires, des itinéraires GPS, des comptes institutionnels de fonctionnaires, d'urbanistes, d'agents du cadastre, et même des dossiers internes de sécurité des citoyens. Marcos déglutit. Il ne s'agissait plus d'espionnage mineur, c'était une intrusion dans les structures de l'État, et tout avait commencé avec une femme se faisant passer pour un fauteuil roulant devant une fontaine. Sait-on qui avait accès à l'appareil avant son installation? Nous avons retrouvé le numéro de série de la puce, le lot de fabrication appartenait à une expédition destinée à une entreprise enregistrée à Valence, mais, comme prévu, il n'existe pas physiquement. L'adresse est un entrepôt vide, sans caméra, sans archives, personne ne signe quoi que ce soit. Pendant ce temps, Lucia était toujours au tribunal, transférée dans une salle spéciale, sans aucun contact avec les autres détenus. Le juge n'avait pas encore décidé si elle serait accusée d'espionnage, de violation de la vie privée ou simplement d'appartenance à un réseau plus vaste. Une seule certitude, elle n'avait pas agi seule. Le même après-midi, Marcos a reçu un appel auquel il ne s'attendait pas. « Je suis Marta Ayuso, journaliste d'investigation pour Elle Confidential. Je suis l'affaire depuis le début et je sais que vous avez découvert plus d'informations que ce qui a été déclaré publiquement. Et pourquoi penses-tu cela? Parce que j'ai moi-même suivi la piste de Lucia Barea il y a 4 ans. Je sais que Dinexa n'était pas seulement un cabinet de conseil, c'était la façade d'un des programmes pilotes de surveillance de masse en Europe, une expérience qui a été prétendument démantelée. » Marta est rapidement apparue avec un dossier rempli de coupures de presse, de documents imprimés et de courriels internes fuités d'anciens employés de Dinexa. L'un de ces noms ressortait en rouge, Julián Herrera, actuel directeur général de l'innovation au ministère de l'Intérieur. Herrera a travaillé avec Lucia, c'est lui qui a signé son contrat en 2009 et qui a autorisé le financement de Glabrix Dynamics pendant son séjour comme conseillère à Bruxelles. Marcos ressentit un étrange vertige, ce n'était pas de la peur, c'était ce genre d'adrénaline qui ne se réveille que lorsque l'on marche sur un sol qui semble solide et que l'on commence à remarquer qu'il craque. Le juge le sait-il? Non, et je doute même qu'il le sache, répondit Marta. Herrera est protégé par la commission de sécurité du Congrès, il a accès au rapport avant leur départ. Ce soir-là,
Marcos dînait seul dans un petit bar près du parc du Retiro, un endroit sans caméra, sans politique, sans technologie. Haro se reposait sous la table, jetant un coup d'œil à la porte chaque fois que quelqu'un entrait. À la télévision du bar, un animateur de talk-show parlait de la menace de la désinformation et de la manière de protéger nos villes grâce à des solutions intelligentes. Marcos éteignit l'écran avec la télécommande, il ne parvenait pas à se défaire de l'impression d'être observé. Et s'il avait appris quelque chose de toutes ces années de collaboration avec Haro, c'était ceci: les chiens n'aboient pas au hasard, et s'ils aboient sans raison apparente, c'est qu'ils sentent quelque chose que les humains n'ont pas encore vu. Le lendemain matin, il a reçu un email interne. Clôture immédiate de l'affaire Barea par décision de justice. Tous les rapports doivent être déposés aux archives centrales. L'enquête ne peut se poursuivre sans l'autorisation directe du ministère. Marcos se leva d'un bond. Elena entra juste à ce moment-là. « Tu l'as lu ? » ?»« Oui, ils l'ont fermé sur nous. »« Et qu'est-ce qu'on fait ? » ?»« Suivez, mais sans rien dire, de l'extérieur, d'où Haro nous dit qu'il sent le danger. » Ce même après-midi, alors qu'ils examinaient l'un des derniers rapports que Martha avait remis, Haro commença à s'agiter, sa respiration s'accéléra, il se leva, marcha jusqu'à la porte, puis revint en émettant ce gémissement sourd qu'il n'émettait que lorsque quelque chose le dérangeait, lorsque quelque chose n'allait pas. Marcos regarda Elena. « Quoi de neuf, gamin ? » Puis le téléphone a sonné. « Nous avions raison, ils ont supprimé tous les fichiers système. Il ne reste rien de l'appareil ni de la connexion à Genève. Mais j'ai réussi à faire une copie cachée sur un serveur externe. Es-tu sûr ? Oui. Et je veux te donner accès, mais tu dois venir seul. Où ? Atocha, consigne, casier numéro 47. Il y a une clé USB à l'intérieur d'un paquet de cigarettes vides. » Marcos raccrocha, regarda Haro et dit. « Nous partons, mon garçon. » Ils arrivèrent à Atocha juste avant que le vent ne tourne, vers 10 heures du matin. La gare grouillait de monde, touristes, employés de bureaux, familles, comme si de rien n'était, comme si le pays n'était pas sur le point de découvrir l'un des plus grands systèmes de surveillance clandestine d'Europe. Le casier 47 était entrouvert, à l'intérieur, comme Martha l'avait dit, se trouvait un paquet de cigarettes contenant une petite clé USB bleue. Marcos la ramassa et, se retournant, la vit, Haro grognait doucement, fermement, non pas contre quelqu'un à proximité, mais contre une caméra de surveillance au plafond, juste au-dessus d'eux. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était une véritable surveillance. Marcos mit la clé USB dans sa poche et ils sortirent tranquillement. Il savait que ce fichier pouvait tout changer, mais il savait aussi qu'à partir de cet instant, ils ne seraient plus les seuls à observer, ils seraient aussi ceux qui seraient observés. Dans le train de retour, tandis qu'Haro dormait avec une patte sur son sac à dos, Marcos ouvrit son carnet et écrivit une seule phrase. Tout a commencé par un aboiement et se terminera par une vérité. Il était 2 heures du matin lorsque Marcos s'enferma dans son petit appartement du quartier de Chambéry, les stores baissés, Haro allongé à ses côtés, éveillé. Il avait attendu que la ville s'endorme pour insérer la clé USB dans son ordinateur portable, isolé d'Internet et utilisant tous les systèmes de protection actifs qu'il avait appris à utiliser au fil des années dans la police. Ce qui apparut à l'écran n'était pas un simple dossier de documents, c'était une carte de connexion, un réseau, un puzzle dont les milliers de pièces commençaient soudain à s'assembler. Il vit d'abord les noms, près de 30 fonctionnaires, conseillers ministériels, entrepreneurs, anciens militaires et même un ancien directeur d'université publique, tous ayant un lien direct ou indirect avec l'ancienne Dynexa ou son successeur obscur, Glabrix Dynamics. Puis sont arrivés les combines, itinéraires d'expédition des appareils, contrats signés avec des sous-officiels, paiements via des sociétés écrans dans les pays baltes et, pire encore, une section intitulée « Succion et comportement social prédictif phase de test 1, Espagne ». Marcos se frotta les yeux, c'était vrai. Lucia Barea n'était pas une louve solitaire, elle participait à une expérience technologique de contrôle des foules, camouflée sous des projets de ville intelligente et de sécurité publique. Haro laissa échapper un léger gémissement, comme s'il sentait la tension monter dans la pièce.
Marcos abaissa le couvercle de l'ordinateur portable et lui caressa le cou. Du calme, gamin. On y est presque. Mais il ne l'était pas, il le savait. Cette information ne pouvait pas passer par les canaux officiels, il avait déjà vu comment le ministère avait tenté de mettre fin à l'enquête de l'intérieur. Il leur fallait quelqu'un d'extérieur au système, et une seule personne lui venait à l'esprit. À l'aube, il a appelé Martha Ayuso. « J'ai le dossier. »« Et qu'est-ce qu'il contient ?»« Une bombe. » Martha n'a mis qu'une demi-heure à arriver, sans maquillage, les cheveux relevés en un chignon rapide, un sac à dos rempli de batteries externes, d'enregistreurs, d'un vieil ordinateur portable sous Linux et d'un carnet de notes manuscrites. Elle n'avait pas fait confiance au serveur cloud depuis des années. Pendant 2 heures, ils ont examiné ensemble chaque document, chaque nom, chaque flux financier et chaque adresse IP. Arrivée à la section des expériences, Martha s'est brusquement levée. Ce n'est pas seulement de l'espionnage, c'est de la manipulation sociale. Regardez ça, une intervention émotionnelle par le biais de schémas acoustiques et la modification des décisions des consommateurs par des impacts mobiles localisés. Vous savez ce que ça veut dire? Ils essayaient de contrôler notre façon de penser. Exactement, acquiesça Marcos. Sur les places, dans les centres commerciaux, dans les gares, et l'appareil de Lucia était l'un des plus de 300. Martha a appelé son rédacteur en chef et lui a dit qu'elle avait un message trop volumineux à envoyer, qu'elle devait le voir en personne et que s'il ne le rappelait pas dans les 3 heures, elle devrait activer le protocole de protection des sources. Marcos lui a proposé de la raccompagner. Toi, moi et Haro, on y va. Si quelqu'un essaie de nous arrêter, on ne lui facilitera pas la tâche. Haro remua la queue, comme s'il comprenait que ce qu'il transportait n'était pas seulement une clé USB, mais la pièce qui pouvait faire tomber un réseau construit sur des mensonges depuis plus d'une décennie. Le rédacteur en chef de Martha les attendait dans un café près de Castellana, un homme sec à la voix grave, endurci par des années de reportages qui ont failli ne jamais voir le jour. Lorsqu'il vit le contenu de la clé USB, son expression changea. Il resta silencieux pendant 5 minutes, puis il ferma son ordinateur portable et les regarda. Si je publie ça, ils me vireront et me poursuivront en justice. Mais si je ne le publie pas, à quoi bon tout ce que j'ai fait dans ma vie? Alors tu le feras, demanda Martha. Je le ferai, répondit-il, mais je dois d'abord vérifier 2 choses et m'assurer que tu ne disparaisses pas demain. Pendant les 24 heures qui ont suivi, ils ont travaillé sur un réseau parallèle. Martha a rédigé l'article avec des preuves vérifiées et sans sensationnalisme, Marcos a fourni le contexte policier, un témoignage sur les dossiers manquants et une chronologie de l'affaire Barea. Haro ne les a pas quittés une seule minute. Pendant ce temps, au commissariat, Elena appelle Marcos en urgence. Ils ont rouvert l'affaire, mais pas pour enquête, ils veulent la clore officiellement. Et pire encore, ils veulent vous interroger. Renseignement, ne vous inquiétez pas. J'ai encore une pièce à jouer. Lequel? Rendez-le public avant qu'il puisse tout effacer. L'article a été publié lundi matin à 6 heures dans la version en ligne d'El Confidencial, sous le titre « L'expérience invisible, un réseau de contrôle citoyen opérant en Espagne sous protection institutionnelle ». En 2 heures, il a dépassé les 200 000 vues, à 3 heures, il était devenu une tendance nationale, à 5 heures, plusieurs députés ont exigé des explications en direct à la télévision, et à 7 heures, le ministère de l'Intérieur a convoqué une conférence de presse d'urgence. Mais le mal était déjà fait. Martha a reçu un SMS anonyme, vous le saviez, on vous avait prévenu. Ce n'est pas fini. Mais il était trop tard, il disposait de captures d'écran, d'enregistrements et du soutien des médias internationaux qui commençaient à s'intéresser à l'affaire. Marcos a été convoqué pour témoigner, mais cette fois avec une couverture médiatique qui a empêché toute tentative de le réduire au silence. Lucia Barea, toujours en garde à vue, demanda à parler, mais à une seule condition, qu'Haro soit présent dans la salle d'interrogatoire. La femme le regarda avec respect pour la première fois. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un chien gâche tout, mais ce fut le cas. Qu'est-ce qu'ils avaient l'intention de faire? Ce dont tout système de pouvoir a rêvé, savoir ce que vous pensez avant de le penser.
Et qui d'autre est impliqué? Lucia sourit. Ce n'est pas grave, tu le sais déjà. Le reste viendra tout seul. Haro émit un aboiement bas, comme s'il approuvait cette confession codée, comme s'il savait depuis le début que la vérité ne se trouve pas seulement dans les mots, mais dans ce que l'instinct sent. Le même jour, le Congrès annonça la création d'une commission d'enquête. Plusieurs fonctionnaires démissionnèrent, d'autres disparurent temporairement de la vie publique, et, bien que beaucoup tentèrent de minimiser les événements, personne ne parvint à les étouffer. Lucia fut transférée dans une prison de haute sécurité, Martha bénéficia d'une protection spéciale, Marcos retourna à Ségovie avec Haro à son poste habituel. Ils ne furent plus perçus comme de simples agents, ils faisaient désormais partie d'un ensemble plus vaste, un symbole de la présence Dieu et de né qui ne se laissait pas tromper. Cette nuit-là, sous les étoiles, alors qu'il marchait sur la place vide, Marcos lança une balle à Haro. Tu n'étais pas juste un autre chien, tu as été le premier à le voir venir. Haro courait joyeusement, librement, comme s'il avait enfin senti la fin d'une mission que personne d'autre n'avait comprise jusqu'à ce qu'il soit trop tard. 3 mois s'étaient écoulés depuis que l'affaire Barea avait explosé dans les médias. Le scandale avait englouti des ministères, des partis politiques, des fondations technologiques et même l'un des anciens directeurs du Centre national de renseignement. Certains avaient été inculpés, d'autres avaient tout simplement disparu de la vie publique, comme s'ils n'avaient jamais existé. Le rapport officiel concluait à l'existence de preuves raisonnables de l'existence d'une structure parallèle collectant des données personnelles sans autorisation judiciaire. Bien que la plupart de ces preuves aient été remises en question par ceux qui craignaient de perdre leurs privilèges, l'opinion publique a refusé de se laisser manipuler. L'article de Martha Ayuso avait été reproduit dans plus de 20 langues, elle avait été invitée à des forums internationaux sur la cybersécurité. Marcos, quant à lui, refusait les interviews et la reconnaissance, il ne demandait qu'une chose, qu'Haro soit laissé tranquille. Ce dimanche-là, comme chaque semaine, ils retournèrent sur la Plaza Mayor de Ségovie. L'air était frais, les feuilles d'automne commençaient à recouvrir les pavés, et un groupe de touristes s'approcha, un guide à la main. Personne ne les dérangea. Haro marchait tranquillement, sans laisse, avec le calme que seuls possèdent les chiens qui ont déjà accompli leur mission. Marcos était assis sur le même banc que d'habitude, près de la fontaine. « Tu te souviens d'ici, gamin » dit-il doucement en lui caressant le dos. « C'est ici que tout a commencé, et personne ne nous croyait, mais tu savais ce que les autres ne voulaient pas voir. » Haro leva la tête comme s'il s'en souvenait lui aussi. Son regard était serein mais alerte, car même si l'affaire était close, l'instinct n'oublie pas. Au commissariat de Madrid, Elena continuait de travailler sur de nouvelles enquêtes. Elle avait formé un petit groupe indépendant chargé d'examiner d'anciens dossiers archivés, dont les détails, compte tenu de tout ce qui s'était passé, semblaient désormais trop similaires, documents manquants, appareils saisis sans explication, détenus jamais jugés. Il y avait des schémas récurrents. Et même si le système s'efforçait de masquer les failles, la méfiance avait déjà germé. Elena ne gardait contact avec Marcos que par SMS, il ne voulait pas revenir, affirmant que chez lui, c'était là qu'Haro pouvait courir librement, mais elle savait qu'il était toujours attentif, observant, attendant. Lucia Barea était toujours détenue, mais son comportement avait changé, elle ne souriait plus, ne lisait plus de poésie et ne demandait plus de thé, elle se contentait de regarder par la petite fenêtre de sa cellule chaque fois qu'un gardien passait avec un chien. L'un d'eux s'appelait Bruno, il était jeune, inexpérimenté, mais possédait cette étincelle qui émane de ceux qui sont nés pour protéger. Un après-midi, Lucia rompit son silence. Ce chien me rappelle un autre, un qui sentait ce que personne ne voulait sentir. Le fonctionnaire ne répondit pas, il nota simplement la phrase dans son rapport quotidien. Personne n'y accorda d'importance, mais elle, si, car elle savait que, même si elle gardait le silence, il serait déjà trop tard, ce qui avait été révélé ne pourrait plus être enterré. Un samedi après-midi, Marcos et Martha se retrouvèrent à un événement caritatif à Salamanque, un événement promouvant la transparence institutionnelle et l'utilisation éthique des technologies. Point de discours grandiloquent, pas de politiciens, pas de caméras de télévision, juste des citoyens anonymes et des chiens, beaucoup de chiens, tous dressés, tous préparés.
Haro était l'invité d'honneur, non pas par protocole, mais parce que ce jour-là, de nombreux enfants voulaient rencontrer le berger allemand qui avait sauvé une ville. Une fillette d'environ 7 ans, avec de grandes lunettes et une voix douce, s'approcha de lui et lui demanda. « Comment as-tu su que cette dame était méchante ?» Marcos sourit. « Je ne le savais pas, mais Haro le savait. Parce qu'il n'écoute pas les mots, il écoute ce que les gens taisent. » La fille le regarda, perplexe, puis serra fort le chien dans ses bras. Haro, comme s'il comprenait la signification de ce geste, resta immobile, permettant à la fillette de ressentir la paix que seuls ceux qui protègent sans rien demander en retour peuvent offrir. Ce soir-là, chez lui, Marcos ouvrit un nouveau carnet. Sur la première page, il écrivit une seule phrase. La vérité n'est pas cachée, la vérité est déguisée. Puis il regarda Haro allongé à côté du poêle et lui parla comme toujours, comme si le chien était capable de comprendre chaque mot. Tu as fait plus que ce que quiconque attendait, non pas parce que tu étais entraîné, mais parce que tu es pur. Tu ne doutes pas, tu ne mesures pas, tu ne manipules pas, tu n'agis que lorsque quelque chose en toi te dit qu'il y a un danger. Et j'aimerais que nous, les humains, ayons cette lucidité. Haro tendit l'oreille et ferma les yeux. Le silence devint confortable, comme si l'histoire avait enfin atteint son point final. Mais quelque part, un nouveau nom apparut sur un document, un nouveau visage sur un écran, une réunion secrète dans un bureau fermé à clé, car les fils du pouvoir ne dorment jamais. Mais maintenant, ils savent qu'il y a des chiens qui aboient quand quelque chose sent mauvais, et qu'il y a des humains qui les écoutent. Parfois, le plus dangereux n'est pas ce qui se cache dans une mallette ou ce qui est stocké dans une base de données, le plus dangereux, c'est l'indifférence, cette voix intérieure qui nous dit de ne pas poser de questions, de détourner le regard, de laisser passer tout ça. Et vous, si un jour vous voyez quelqu'un de différent, un chien qui aboie sans raison apparente, un enfant qui pointe du doigt en silence, ou un vieil homme qui s'arrête alors que tout le monde passe, oserez-vous vous arrêter et regarder plus loin? Serez-vous de ceux qui écoutent ou de ceux qui ignorent?